Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le podcast du Monday Meeting. Et qu'est-ce que le Monday Meeting? Le Monday Meeting, c'est la réunion d'amis entrepreneurs qui décident de discuter de leurs expériences et de leur parcours lors d'une petite discussion qu'aujourd'hui on retranscrit en podcast. Bienvenue dans cet épisode, le numéro 2. Merci de préciser 2. Je suis en compagnie de mes comparses Serge et Félix. Ouais, yes. Comment vous allez les gars? Impeccable. Ça va très bien. Impeccable. Les gars, on a à chaque fois une petite thématique qu'on vient mettre en exergue lors de cet exercice du podcast. Et aujourd'hui, je voulais qu'on se projette sur une notion particulièrement complexe pour pas mal de gens, puisqu'elle fait appel à une forme d'auto-évaluation poussée. C'est comment peut-on déterminer notre valeur? Ouch. Comment peut-on, voilà la problématique de ce podcast, comment peut-on déterminer sa propre valeur? Alors, cette valeur, c'est un peu comme dans tous nos épisodes, donc dans nos 2 premiers ça c'est le running gag. Je commence même pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet qui n'existe toujours pas. On a fait un épisode 0 pour voir si ça nous parlait. C'était pas mal. On s'est dit on va en faire un autre. Et là, on enchaîne sur le 2. Il paraît qu'on va en faire 120. Moi, j'avais annoncé 200. Mais, mais moi, voilà. Donc, on verra. Et donc, bon, dans ces épisodes, on essaye de traiter un sujet avec une notion relativement vague et qu'on va préciser dans différents contextes. Donc, du coup, la valeur, comment on peut déjà définir un petit peu ce que c'est que la valeur et quelle est la valeur d'un être humain, en fait. La valeur d'un être humain. Comment on peut déterminer quelle est sa propre valeur en tant qu'être humain, justement? Avant de rentrer dans l'entrepreneuriat, ça me rappelle vaguement quelque chose que j'ai écouté ou lu quelque part. Et la valeur, elle peut être calculée très très froidement. Ouais. On sait tous que on produit un certain nombre de choses dans une vie. Déjà, la valeur, la vie, elle peut être quantifiée. On a des moyennes sur l'espérance de vie, etc. On a des moyennes sur la période active. Donc, tu peux savoir à peu près ce qu'un homme ou une femme va générer, va créer comme valeur dans sa vie. Donc tu peux estimer par rapport à ça. Je sais qu'il y a des assurances, des organismes de ce type-là qui sont très très froids, quand on dit une assurance vie, qu'est-ce qu'on va donner à tes proches quand tu vas clamser? Ça se calcule. Il y a un truc d'assurance, ça, j'avais vu ça d'ailleurs, c'était atroce et qui soulignait bien les inégalités. C'est les assurances qui remboursent en cas d'un crash d'avion, qui va indemniser les familles. Et tenez-vous bien, les gars, un Français ne vaut pas le même prix qu'un Nigérian, ne vaut pas le même prix qu'un Togolais, ne vaut pas le même prix. C'est bien ce que j'avais en tête, et je sais que quand j'avais lu ou écouté, je me rappelle plus exactement, mais ce truc-là, je m'étais dit waouh, à la fois c'est froid, macabre, mais en même temps c'est logique. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas, en introduction, je voulais quand même mettre l'accent dessus. Voilà. Il y a un truc qui peut bien nous ramener sur Terre, les gars. Est-ce que vous connaissez... Donc, il y a un gars plus que froid qui s'est dit, tiens, combien vaut un être humain, puisqu'on est composé d'éléments chimiques? Combien vaut un être humain si on devait acheter un panier... d'azote, d'oxygène, Combien vaut un être humain, selon vous? Alors, on n'a aucune idée. D'un point de vue chimique. Chimique,
Pas d'un point de vue Prix organique. Carrefour ou prix Monoprix. Grosse différence de pricing power. Parce que le pack d'eau, c'est pas le même. Hein. Et comme on est à quoi, 70% d'eau, c'est ça? Ouais. Donc, si je fais. Allez, je vais me mettre bien là. Si Là, je on fais a 100 notre matheux, kilos. les gars. On a notre matheux. Si je fais 100 kilos, ça veut dire que j'ai Non, je 60 pense pas qu'il kilos. s'est mis sur des spécimens comme nous. Non, c'est pour ça que je me mets bien, parce que je fais bien plus de 100 kilos. 70 kilos d'eau. Waouh. Je sais même pas combien ça coûte le pack d'eau. 5 Mais... balles. Hein. Ouais, moi je dirais l'homme moins de 10 euros. Si c'est... On est quand même à 150 euros d'un bon. point de vue chimique. Bon, ça va quand même. Donc la valeur d'un être humain, d'un point de vue chimique, c'est 150 balles. Mais ça, c'est à cause de l'inflation. Hein. Je pense que dans les années 80, avec 10 balles, tu t'en sortais. Faire un humain tranquille. Ce qui est fou, puisque si on prend même d'un point de vue biologique, par contre, là, les prix explosent parce qu'on sait qu'un foie coûte 15 000 dollars. Enfin, voilà. Donc, bon, on a fait une petite digression, mais c'est quand même important de se rappeler qu'en premier lieu, la valeur, elle n'est pas absolue. Ouais, Et- c'était carrément pas une digression, en fait, c'était même une excellente introduction. Merci, C'est une messieurs. Super introduction. Parce qu'en fait, d'un même corps, en fait, on peut avoir plusieurs perceptions et plusieurs valeurs. Tu as parlé de la valeur chimique. Si on parle des organes, on est Carrément au-dessus. carrément au-dessus. Si on parle d'un point de vue éthique, on peut être même encore carrément au-dessus. Ouais. Et en fait, je pense que c'est finalement que ça, la valeur. Et puis si je Est-ce que pousse, il y en a qui vont vendre leur force physique, et puis d'autres qui vont vendre leur matière grise. Donc on peut effectivement étendre les choses. Et là, pour le coup, on commence à se rapprocher du travail et donc de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on va y arriver tout doucement malgré cette introduction un peu farfelue. Ce qui est magnifique dans ce qu'on vient de dire, c'est qu'on peut choisir son référentiel pour fixer sa valeur. Oh oui, Oh. et ça, t'inquiète pas, on y viendra, c'est sûr, parce que c'est comme Je ça que moi rigole je vois les déjà choses. parce que on va avoir une discussion là parce qu'on a cet outil qui est le podcast, ok? Mais cette discussion là revient sur la table du Monday Meeting depuis des années et elle revient de façon récurrente. Mais c'est très important d'avoir cette discussion là et je pense que même au cours du podcast, on reviendra toujours sur cette notion de valeur parce que c'est quand même un élément clé dans l'entrepreneuriat, réellement. Et puis, je pense même au-delà de l'entrepreneuriat, dans la vie de tout un chacun, savoir estimer sa valeur, c'est quelque chose de clé. Est-ce que vous avez un souvenir qui peut remonter aussi loin que votre mémoire vous le permet, d'un moment où vous avez réussi à, pour la première fois, estimer votre valeur? Alors, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette introduction, c'est que est-ce qu'on estime sa valeur en tant qu'être humain ou est-ce que là on est en train de parler Là, plutôt en tant de qu'être quelque humain. chose. Ah, d'accord. Donc, est-ce que si on me vendait sur le marché des esclaves, est-ce que je serais cher ou pas, c'est ça? Ah non, j'étais pas... Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien, Alors, bien définir le référentiel. Alors, vous savez quoi, je démarre moi par moi. Vas-y. Parce que Qu'est-ce que c'était dur. c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi, j'ai pu, dans ma vie, estimer ma valeur d'aussi loin que mes souvenirs me le rappellent, le jour où j'ai eu une... Alors, je ne pourrais pas dire autour de quoi, mais j'ai eu une discussion avec ma mère, alors que j'étais vraiment jeune enfant, et que je me suis rendu compte que je discutais avec ma mère. C'est-à-dire que je ne lui posais pas une question et elle me répondait. À ce moment-là, on discutait, c'est-à-dire que j'apportais quelque chose, elle apportait quelque chose, et ensemble, on avait une discussion. Et à ce moment-là, j'ai eu comme une sorte de pas de vision, mais j'ai réussi à réaliser. En fait, je me suis posé une question, je me suis dit, comment ça se fait qu'un adulte, là, qui est entre guillemets dominant, m'accorde de l'importance au point de discuter avec moi. Et pas de m'enseigner quelque chose, pas de m'éduquer, pas de m'apprendre à ranger ma chambre ou quoi que ce soit, juste de discuter d'un sujet
Et encore une fois, c'est un peu frustrant, mais je me rappelle pas du tout de la discussion en elle-même. Ça remonte à vraiment loin. Je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans. Ah, c'est bien avant mes 10 ans en tout cas. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte, enfin, maintenant, aujourd'hui, j'arrive à identifier le fait que j'estimais déjà ma valeur, dans le sens où je me suis dit, bah, je suis assez intéressant pour que ma mère discute avec moi. Voilà, donc là, c'est vraiment, on va dire, la valeur de l'être humain en lui-même, c'est-à-dire que euh, j'ai quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre a quelque chose à m'apporter. Et donc, j'ai de la valeur pour un autre être humain, à tel point qu'il est prêt à prendre ce que je lui propose. Alors maintenant, aujourd'hui, Ok. j'arrive à le formuler tel quel, mais à l'époque, c'était juste un questionnement de me dire, waouh, ma mère, elle me répond, elle me parle. Mais enfin, je pense que c'est ultra intéressant de commencer par ça parce que là, ici, on est réunis autour de ce podcast sur l'entrepreneuriat, mais je pense que apprendre à fixer sa valeur au sens où on pourrait l'entendre très facilement en voyant ce titre sur le podcast ou quoi que ce soit, financière, tu vois, savoir fixer son prix quelque part, Ouais, parce que c'est peut-être à ça que les gens s'attendent aussi. Et c'est de ça qu'on discute nous aussi souvent. Ça vient du fait de savoir, ou en tout cas de reconnaître qu'on a une valeur intrinsèque. ouais, Ça veut dire, je pense que c'est très très compliqué de s'adonner à cet exercice d'un point de vue business ou dans le travail ou pour négocier son salaire ou quoi aux caisses, quand on a du mal à percevoir ce qu'on apporte aux autres. Donc, je pense que tu ouvres une parenthèse. Encore une fois, c'est excellent ce que tu proposes. Maintenant, maintenant que tu as défini les choses comme ça, pour moi, c'est très clair ce moment-là. rien à voir avec le marché de l'île de Gorée, du coup. Ah non, du tout. C'est Du tout, c'est bon. plus du tout. Du tout. C'est quelque part entre le CP et le CE2. Je ne sais pas exactement quand, mais je sais que c'est primaire. Et je sais que on avait des livres illustrés. J'ai pris une feuille, il y avait une souris dessinée qui illustrait un conte, et je l'ai dessiné. Et j'ai les camarades de classe qui sont venus, qui ont fait waouh. Là, je me suis dit, ok, il y a un truc que je fais que visiblement les autres ne savent pas faire. Ouais. Voilà, donc vu sous cet angle-là, ça démarre comme ça et on en parlera certainement. On fait plein de. Voilà, c'est toujours pas bien décrit. Donc j'ai une vie d'entrepreneur, mais l'entrepreneur est aussi artiste. Voilà. Et du coup, oui, effectivement, ça me ramène à ça. Et c'est un des premiers souvenirs d'avoir créé quelque chose chez les autres. Ouais. Voilà. Je crois que c'est exactement pareil en fait, en y réfléchissant, parce que je m'étais pas posé la question comme ça non plus, mais je crois que la première fois où j'ai ressenti ça, j'étais en deuxième année de maternelle et j'avais appris à lire. En fait, c'est un truc, enfin, l'anecdote un peu marrante, c'est que j'ai commencé à lire. Je lisais Platon. Non, c'était le Canard enchaîné. Je comprenais foutre rien, bien entendu. Bien sûr. Mais en fait, mes parents m'ont trouvé en train de déchiffrer, parce qu'en fait, c'est Oui, ça tu que déchiffres à cet je âge-là. déchiffrais à cet âge-là. Je n'étais pas du tout au fait tu vois, Ouais, de la satire. de la satire, tu vois, de la vie politique de la France. Mais ils ont été surpris. Voilà, pour employer ce mot-là. Ouais. Ils ont été vachement surpris de me trouver. Et c'est rétrospectivement que je me dis, ah ouais, moi je voyais rien de particulier, en fait, si ce n'est le fait que j'avais appris quelque chose, je le mettais en pratique. Et en fait, c'est là où on a quelque part souligné ma différence, le fait que je sois un peu plus précoce que les gens de mon environnement, tout simplement, quoi. Ouais. Ben, tu vois, là, de tout ce qu'on vient de se dire, du coup, je me rends compte de deux choses. En premier lieu, ça coupe court tout de suite à cette phrase totalement, en fait, totalement creuse qu'on entend à longueur de journée, c'est « je me suis fait tout seul ». Ouais. Donc ça, c'est une notion mais que je combattrai toujours, hein, parce que
mais c'est d'une arrogance telle qu'elle cache juste un très grand manque de confiance en soi. Et en deuxième lieu, ben, pour chacun de nous, c'est qu'à ce moment-là, on s'est senti exceptionnel. Ouais. Et Ouais. en fait, il y a du coup ce référentiel qui est extérieur, c'est-à-dire que on parle vraiment de la première fois où on a pu estimer, entre guillemets, sa valeur. Hein. C'est un référentiel extérieur qui va fixer un point d'ancrage sur quelque chose d'exceptionnel qu'on ferait. Et c'est fou à quel point, parce qu'on voit un peu les parcours derrière. Je me rends compte là. Hein. Donc, si je reprends les parcours, pour Serge, ça va être un dessin sur lesquels d'autres personnes vont s'extasier ou en tout cas reconnaître quelque chose d'exceptionnel. Ouais, je dirais pas s'extasier, mais ouais, en tout cas, ils vont être... C'est étrange, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a Tu quelque vas chose. susciter de l'intérêt autour du dessin et tu as nourri finalement ça au point de devenir artiste au sens complet du terme, puisque on se décrit petit à petit, mais je vais te décrire, c'est toujours plus facile quand c'est fait par quelqu'un d'autre. Merci. Serge est un artiste en premier lieu exceptionnel, wow. qui est dessinateur, peintre, photographe, qui a créé son art vraiment à lui autour de symboles qui reprennent énormément de choses que lui a intégrées dans sa valeur et qui reproduit sur d'autres personnes à travers le body painting, à travers la peinture, à travers la photographie. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à consulter ce qu'il fait, Serge Ponton. K-P-O-N-T-O-N. Allez, c'est parti. Voilà, c'est name parti. dropping, tout ça envoie. Je me permets parce que juste avant qu'on démarre, Serge a dit bon, on peut citer les noms. Rattrapé par la patrouille. Il parlait pas de lui, il s'est fait attraper. Quel du coup, plaisir de frapper l'homme avec son propre glaive. Ouais, non, mais du coup, j'aime ça. Flashback, épisode précédent, j'ai parlé de mon frère et de mon cousin qui étaient bons au foot. Jean-Luc, dédicace à toi, Frangin. Et Jean-Paul, dédicace à toi aussi. Force à vous, les gars. Et donc on revient sur ça, là. C'est que, donc ça part du dessin, tu finis par nourrir quelque chose exactement dans ce domaine-là. Félix, c'est là, on va dire, c'est quand même très rare pour un enfant de deuxième section de maternelle de déchiffrer. Donc c'est quand même un tips, un skills qui est vraiment particulier. Et pour bien te connaître, pour bien te connaître depuis 25 ans, c'est quelque chose dans lequel tu as toujours été à l'aise dans un travail intellectuel, dans un travail de réflexion, dans un travail de déchiffrage, et même après plus largement autour de tout ce qui t'entoure et des domaines dans lesquels tu te fixes, tu te mets. Et pour ma part, c'est la parole. Le fait de devoir parler avec ma mère. C'est fou, hein. Mais c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Et on a nourri des choses chacun. Et à quel point, en fait, ce qui est fou, c'est à quel point, plus on remonte loin dans l'enfance, donc dans les premiers instants de nos vies, finalement, à quel point un événement aussi mince soit-il peut être impactant pour un enfant et comment il peut apporter dans sa construction ou au contraire Dans sa non-construction. Dans sa non-construction. Je précise quand même que ce qui est en train de se passer là, c'était pas préparé du tout. Non. Que dans le monde des meetings, il y a plein de choses qui effectivement sont récurrentes et implacables, des rappels à l'ordre incessants, mais que là pour le coup, je suis en train de réaliser certaines choses que j'avais déjà un peu vues, mais ça ne m'avait pas ramené aussi loin que ça. Je pense que j'en ai parlé dans l'épisode 0. Oui, je me souviens de ces moments d'évasion avec le dessin, mais je ne l'avais pas forcément raccroché à ce premier moment où tu te dis « Ah, ouais, là j'ai fait quelque chose qui braque un peu les lumières sur moi. Ouais. » Alors que autrement, je suis un des... Je sais plus combien on était, mais 40 élèves de cette classe, quoi. Ouais.
intéressant. Ça sert à ça. Ah ouais. C'est deep. Du coup, la valeur, donc, comme on vient de la définir, bah, pour les auditeurs, hein, essayez vous aussi de faire cet exercice. Je pense qu'il est intéressant, puisque c'était absolument pas préparé, c'est le principe de ce podcast. Faites cet exercice-là, ça peut être intéressant, ça peut vous ramener à plein de trucs. Du coup, là, on va aborder le volet plus entrepreneuriat, mais on l'a vu et Félix l'a dit, c'est lié aussi à notre valeur intrinsèque, mais il y a un concept qui est difficile dans le business, et c'est vrai que c'est entrepreneuriat, mais ça peut être aussi pour un salarié. Un concept qui est assez compliqué, c'est combien vaut en aspect financier, monétaire, combien vaut mon travail, combien vaut mon savoir-faire, combien valent mes compétences. Ça me va bien que tu précises comme ça, parce que effectivement, on a laissé courir et c'est beaucoup plus catchy, accrocheur de parler de sa valeur, d'estimer sa valeur. Mais en fait, dans ma conception en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et tu parlais de mon travail, de ma recherche artistique. Ma recherche artistique a pour but de libérer les gens des contraintes de la société, et notamment des cases et des étiquettes qu'on colle. Étiquettes, notamment le prix, hein. Ça va avec. Et le but, c'est de révéler le côté exceptionnel, j'adore ce mot-là, extraordinaire, qui sommeille en chacun de nous. Donc forcément, avec cette vision-là, c'est aussi pour ça que je suis très mauvais commercial, hein. Je pense qu'on en a déjà parlé. Rattacher argent et personne, humain, ça ne me convient pas. Donc ce que tu mets au milieu me permet de faire cet exercice-là, c'est-à-dire monnayer un savoir-faire, monnayer une action, une création de valeur. Là, ça me va très bien. Et oui, j'arrive à faire cet exercice psychologique beaucoup plus facilement. Donc, est-ce qu'il faut que j'enchaîne? Est-ce que du coup, je réponds à la question? Ouais, tu peux. Mais pour le coup, il y a plusieurs façons de faire pour moi. La première, c'est tu compares. Encore une fois, tu prends l'expérience des gens, tu compares, tu dis, bon, quelqu'un dans la même position avant moi, avec le même nombre d'années d'expérience, etc., l'a monnayé à temps. Donc, quand j'arrive à cette position-là, je vais essayer d'être dans ces eaux-là. Typiquement, tu arrives dans un endroit où tu viens postuler pour avoir un job. Ben, normalement, avant ça, tu t'es renseigné. Tu te dis, ok, j'arrive avec 3 ans d'expérience. Est-ce qu'il y a des gens là-bas que je connais qui ont ce job-là? Combien ils gagnent? Quelles sont les études? Donc, on parlait d'assurance tout à l'heure. Il y a plein de critères qui font que toi, Vincent, ton assurance vie sera de temps et la mienne sera différente. C'est, comme tu disais, ethnicité, ça va être est-ce que je fume pas, est-ce que je fais du sport, enfin il y a plein de critères comme ça. Ben là, dans le monde du travail, il y a le CV, donc les études, donc il y a 2 choses qu'on regarde. Non, ça a évolué depuis, mais en tout cas, il y avait la formation et l'expérience professionnelle. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les soft skills, donc c'est autre chose, c'est qui tu es, finalement. Et on va regarder ça par rapport à quel type de sport tu fais, quels sont tes loisirs, etc. Et on va définir ta personnalité grâce à ça, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc ça évolue, et je pense qu'il faut évoluer avec ça, c'est-à-dire cette façon de calculer la valeur. Donc il y avait des critères. Je pense que, moi je ne suis pas du tout dans le domaine, mais de la même façon que les assureurs font leurs calculs, je pense que dans les ressources humaines, ils ont des façons de créer ces grilles qui existent en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver cette grille-là. En tout cas, quand on accepte d'être dans ce monde-là, de trouver cette grille, de se positionner et, si on est malin, d'essayer de gratter un peu plus que ce que la case où tu es propose. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est le modèle Comparatif. classique, comparatif, voilà.
que j'ai eu à pratiquer quand j'ai démarré. Et puis, je pense que je l'ai évoqué rapidement aussi dans l'épisode 0. Il y a le monde de l'art. Est-ce que un Balloon Dog de Jeff Koons, en termes de matériaux, etc., vaut des millions et des millions de dollars? Non. Est-ce que l'idée qu'il a eue vaut ça? Je ne saurais pas y répondre. Mais en tout cas, il y a bien quelqu'un qui a décidé qu'il allait mettre cette somme-là là-dessus. Ouais. Donc, la valeur se mesure aussi à l'intérêt que tu peux générer chez quelqu'un. Voilà. Donc, il y a cette façon de voir les choses. Donc, c'est beaucoup plus facile, du coup, d'avoir une grille et de sortir cette grille quand on en a besoin. On va appeler ça plutôt à la tête du client, au final. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, c'est pour ça aussi que c'était important de mettre au milieu entre l'humain et la valeur, il y a la création de valeur. Donc voilà, c'est à toi de savoir à quel point tu es bon dans la création de valeur et à quel point la valeur que tu crées est importante. Et c'est pour moi, quand tu arrives à mesurer ça, tu arrives à mettre un chiffre et donc proposer tes services avec ce chiffre-là qui, on va se l'avouer, plus il est haut, mieux on se porte. Voilà. C'est clair. Moi, ce qui est particulier, encore, c'est vrai qu'en discutant, j'arrive à refaire un petit peu le fil et comprendre aussi certaines choses qui me sont arrivées et comment j'ai abordé certains sujets. Mais tu vois, tu discutais justement d'expérience professionnelle et de formation, et donc on estime d'un point de vue RH la valeur. Et moi, bon, je l'ai expliqué dans l'épisode 0, mais j'étais donc du coup dans la fonction publique territoriale qui répond à un barème et à des échelons, à des grades en fait. Et donc, finalement, quand tu es dans ces catégories-là, à tel grade et à tel échelon, t'es payé à ce prix-là, quoi. Et puis, une fois que tu passes 2 années ou une année, en fonction de si tu avances plus ou moins bien, tu augmentes d'échelon et donc tu augmentes ta valeur salariale de X%. Ça reste des plafonds de verre, comme je l'avais dit dans l'épisode 0, vous pourrez le réécouter, mais c'est pas des sommes astronomiques, on évolue dans un corridor, mais voilà. Donc finalement, entre la création de valeur que moi je pouvais apporter au sein de cette collectivité et la non-création de valeur qu'un autre avait à côté de moi, il y avait pas de différence salariale. Donc finalement, en gros, pour grossir le trait, entre un très bon employé qui va donner toute sa force, son énergie et ses compétences et qui va se former, et un autre qui restera à regarder, à compter les oiseaux par la fenêtre, finalement, il n'y aura pas de différence salariale. Donc, d'un point de vue comparatif, ça c'était dans la fonction publique territoriale, en tout cas, enfin, fonction publique très largement, c'est quelque chose qui était vraiment compliqué. Et je me rends compte que quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, j'ai démarré avec un process qui était un peu, j'allais dire minimaliste, c'est pas le terme. Biaisé. Ouais, biaisé et surtout avec une vision à la baisse de ce que je pouvais proposer. C'est-à-dire que moi, j'avais un référentiel qui était mon salaire. Je vais parler ouvertement du salaire que j'avais à l'époque. Donc c'était... Non On n'a dit pas de chiffre. Non, mais ça c'est un salaire Non, comme rigole, ça, les je gens rigole. peuvent s'imager quand même. C'était 1270 €, un truc comme ça. C'est précis, hein. C'est Précis. Le gars est précis. voilà. Et Ça a changé depuis. et je devais avoir Dieu merci. Et je devais avoir les tickets resto. Et donc voilà, donc j'étais vraiment sur une fourchette basse, hein, en dessous du salaire médian. C'est un râteau, ça fait c'est pas une fourchette. C'est pour gratter le sol. Donc c'était vraiment dur. Et en fait, quand j'ai démarré, j'avais en référentiel ce salaire. Non, big up à tous ceux qui touchent 1200 €. Force. Force. Et j'espère vraiment que notre podcast pourra aider à fixer votre valeur et à aller chercher la liberté que vous méritez. Où
J'espère que vous êtes très très heureux avec vos 1270 €. Ouais, parce que ça aussi, on quantifiera ça dans un autre podcast qui s'appellera la richesse. Là, on parle de la valeur, mais on Merci. quantifiera la richesse et c'est deux choses totalement différentes. Ouais. C'est parce qu'on va passer pour des gens qui aiment que l'argent. Non, du tout. Ouais. Mais c'est important d'obtenir. Oh là là, je perds mes mots. Non, d'obtenir ce que tu mérites. Ce que tu mérites, tout Voilà. simplement. Et donc, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, finalement, j'avais donc ce référentiel ultra bas. Et donc, pour moi, obtenir une somme plus conséquente que ça, c'était déjà une victoire en soi. Et donc, pour moi, j'avais toujours ce référentiel de me dire, attends, je vais proposer ça, ce service-là, comme si ce service-là, j'allais le proposer à des gens qui avaient mon niveau de vie. Et donc ça, c'était l'une de mes premières erreurs dans mon pricing, dans la façon d'établir mes prix. C'était de me dire, bah voilà, moi, je pourrais me payer ma prestation. Et en fait, moi, je ne mettrais pas au-dessus. Sauf que si je pense comme ça, à ce moment-là, eh ben, je me ferme la porte à tous ceux qui touchent au moins le salaire médian, c'est-à-dire la plus grosse partie de la population française. Ou en tout cas, si je m'adresse à eux avec un super bon prix. Et pour moi, c'était vraiment difficile. Ça a été vraiment difficile de fixer un prix et ça a mis du temps. Et ce temps-là, finalement, ça a été ça. Ça a été au fur et à mesure avoir quand même un comparatif, non pas des salaires des gens et de ce qu'ils gagnaient, mais plutôt de les photographes qui font la même activité que moi, combien ils prennent et puis ils s'adressent à qui. Et est-ce que je suis au même niveau qu'eux ou est-ce que je suis vachement moins bon puisque je suis vachement moins cher ou est-ce que je suis même plus bon que certains qui sont vachement plus chers. Et ça, c'est un truc, le fait de comparer, c'est une des premières choses qui m'a complètement décomplexé d'un point de vue des prix. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'estimer ma valeur. Mais en effet, ça a mis pas mal de temps. Deuxième chose, j'ai démarré mon activité en tant que photographe quasiment en même temps que je l'apprenais. Et ça, c'était quand même quelque chose de particulier. Donc j'apprends particulièrement vite, mais tout de suite, j'ai voulu en faire un business. Et donc, au départ, il y a quand même eu ce qu'on entend souvent, ce syndrome de l'imposteur, de se dire, attends, je peux pas prétendre avoir autant de valeur alors que il y a 2 ans, je ne savais pas prendre une photo plus que n'importe qui sort un appareil photo. Sans prendre en compte le fait que, ouais, mais pendant ces 2 ans, tu t'es formé comme très peu de personnes se forment. T'as accepté les nuits blanches. T'as accepté les nuits blanches, t'as accepté le fait d'investir dans du matériel, t'as accepté le fait d'expérimenter tout ça, t'as accepté d'échouer, de recommencer. Exactement, la prise de risque et puis de tout apprendre quasiment en même temps, de condenser et finalement, à la fin de ces 2 ans, j'avais des bases théoriques et pratiques qui étaient les mêmes que quelqu'un qui aurait fait un cursus dans la photographie normale à raison de... quelqu'un qui aurait eu 4-5 ans d'expérience, mais qui aurait fait ça à raison de 4 heures par jour, juste les 5 jours de la semaine, quoi. Ouais, parce qu'il faut quand même préciser pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, c'est que tu n'as pas seulement pris un appareil photo et appris à faire des photos sur le tas, tu t'es formé à ce métier. C'est-à-dire que tu le présentes, certes c'était un business au début, mais tu as pris des cours de formation sur la lumière, sur tout ce qui est la retouche, etc. Donc c'était un vrai travail et tu as fait une vraie formation derrière. Pas pour dire que tu peux pas apprendre les choses par toi-même, etc. Mais ça fait écho un peu à ce que tu disais sur le syndrome de l'imposteur, c'est que c'est, je pense, un des premiers obstacles à la définition de sa valeur et un des premiers moyens de le contourner, c'est de se former en fait. Si tu te sens rassuré par le fait d'avoir un titre ou une étiquette, obtiens-la en fait tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui j'allais dire qui se cachent derrière ça, c'est un peu méchant. J'avais dit que j'allais pas être méchant. Donc du coup... On te connaît déjà, hein, ça y est, t'es démasqué. Non, mais... Bon, la brute... et le truand. Et Félix. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que c'est ultra important. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, la définition de la valeur. Et
Et en fait, ça passe aussi par là. Ça passe par le fait et je pense en premier lieu, d'abattre toutes ces questions de complexe ou de sentiment de légitimité, en fait. Et c'est à partir de ce moment, c'est une fois que tu es passé par ces trucs-là et que tu les as un peu mis, si c'est pas derrière, au moins un peu sur le côté, que tu peux commencer à te poser les vraies questions. Plus de combien je peux espérer toucher, mais de quoi j'ai envie vraiment, de quoi j'ai envie pour vivre. Et c'est aussi une des clés, je pense, pour... là, ça sonne comme si je donnais un cours, mais c'est pas du tout le cas. Pour définir sa valeur, ça peut être aussi... il y a la question de la comparaison, la question de la production de valeur, et aussi la question de combien je veux, moi, pour vivre, et définir après, à partir de ça, son prix et les prestations qui vont avec, bien entendu. Ça, c'est. Bah, tu parlais des formations que j'ai suivies. Donc, j'avais suivi une formation justement en marketing en lien avec la photographie. Et le mec avec qui je me suis formé, donc c'est des formations, c'est des workshops. Hein, donc, tu payes une coquette somme pour travailler, pour te faire former par des gens reconnus dans le métier. Et le gars avec qui j'avais fait ce workshop là, donc celui qui tenait le workshop, donc David Bruno, name dropping, lui était photographe de mariage et lui, en tant que photographe de mariage, il se déplaçait sur des mariages où il prenait 10 000 euros. Voilà. Donc, moi à l'époque, c'était un prix qui me faisait faire un salto arrière et je retombais face contre sol. Je me disais, mais attends, il prend 10 000 euros par mariage. Et c'était un truc, pour moi, c'était complètement inimaginable, quoi. Ça a changé. Et en fait, lui, c'était exactement son mindset, c'était exactement ça. C'était avant même de fixer vos prix. Certains font des mariages à 600 euros en tant que photographe, et d'autres, moi j'ai décidé d'en faire à 10 000. C'était ça son truc. Et la première question à se poser pour fixer son prix, c'est quelle vie je veux? Quel va être mon niveau de vie? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une grande maison, une villa à Cannes avec une piscine, un yacht et une Porsche? Auquel cas, je pourrais pas faire des mariages à 600 euros. Ça ne rentre pas dans le tableur Excel. Ça n'amène à rien. Ou est-ce que, au contraire, moi, je veux avoir énormément de temps, peut-être avec mes enfants, et puis avoir le plus grand, voilà, avoir du temps, acheter le temps, par exemple. Auquel cas, pareil, hein, des mariages à 600 euros, vous ne pourrez pas acheter le temps. Ou alors, est-ce que je veux, moi, une vie, une vie modeste, une maison, voilà, qu'il n'y ait pas de problème pour partir en vacances une fois dans l'année. Enfin voilà, fixer un petit peu ses objectifs de vie en termes de ce que vous voulez avoir comme confort ou autre. Et à partir de là, déjà, c'est plus facile de déterminer quel va être son prix. David, t'as dit? Ouais. David, le storytelling est beau, mais je pense que tu fixes ces prix-là parce que tu sais que tu peux aller chercher les clients et pas parce que tu t'es dit que tu voulais une vie super cool, etc. Je pense qu'on veut tous une vie super cool. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens d'aller faire comprendre à des clients qu'on va leur proposer une expérience qui vaut 10 000 euros? Lui, il sait le faire. Ouais. Voilà. Mais de là à dire que c'est parce qu'il a identifié le style de vie qu'il veut et qu'il s'est mis sur ce créneau-là, j'y crois moyen. Moi, je Voilà. ne vois pas ce raccourci-là, excuse-moi de te couper, mais je pense que l'exercice, il est intéressant parce qu'il peut te permettre de définir justement la clientèle à aller chercher, tu vois. C'est vrai que se réveiller un matin et dire moi je veux 10 000 euros par mariage et tu claques des doigts et tu les as, ça relève un peu du film de Spielberg. Mais se dire bon écoute, moi j'aimerais bien avoir temps pour vivre parce que ça correspond à mes besoins, à mes envies ou peu importe. Et de ce fait-là, je peux me donner les moyens d'avoir ces clients-là. Je pense que la mécanique elle est un peu différente. Franchement, j'y crois pas. Et tu as failli dire quelque chose qui tu t'as dit, ça convient à mes besoins. Je pensais que tu allais dire mes valeurs. Et j'allais dire, je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que pour moi, quand tu vas choisir, on parlait de ça, hein, l'idéal quand tu es libre, c'est que c'est toi qui choisis ta clientèle. Et tu l'as choisi pour
plein de critères pour l'argent qu'ils vont pouvoir te mettre dans les poches, mais tu peux aussi choisir par rapport au plaisir que tu prends à travailler avec eux, etc. Donc pour moi, quand tu fais cette réflexion, ce serait plutôt en te disant, ok, je vais chercher telle cible, pas par rapport au confort de vie que je voudrais avoir, parce que encore une fois, je pense que même si tu veux une vie simple, s'il y a de l'argent sur la table à prendre, sans, et c'est pour ça que je parle de valeurs, sans entamer quoi que ce soit lié à tes valeurs, eh ben tu le prends. Voilà. Donc c'est pas parce que tu veux vivre tranquille à la campagne que tu vas te dire, ben non, je reste que sur des mariages à 2500 euros et je fais jamais de mariage à 10 000 euros parce que, à part justement si ça va à l'encontre de tes valeurs. Donc je comprends le message en termes de storytelling, etc. Mais j'ai du mal à imaginer que ce soit la vraie façon de définir sa valeur en fonction de la façon dont on veut vivre. Et quand je dis on veut vivre, je parle de matériel. Voilà. Ouais. Moi, ça serait plus que de matériel. Moi, je le vois plus comme quelque chose de plus profond, où effectivement, oui, comment je veux vivre en tant qu'être humain et avec les valeurs que je défends. Oui, là, je peux comprendre ce truc-là, mais bon, je digresse évidemment, mais, Non, ouais, mais ça m'a c'est interpellé. intéressant parce Ça m'a que, interpellé. du coup, en discutant avec lui, moi, j'avais justement cette discussion où, dans mon rapport justement avec mes clients, j'installais beaucoup une relation de confiance qui passait par beaucoup de temps avec eux au téléphone. J'installais vraiment une relation et j'avais aussi le jour J, enfin j'ai toujours une relation qui reste proche de mes clients, c'est-à-dire que j'installe de la discussion, je parle pas mal, je mets les gens à l'aise, je brise la glace rapidement, je passe au tutoiement très rapidement. Voilà, j'installe ce climat de confiance qui fait qu'on parle d'égal à égal et on est en train de finalement collaborer en fait. Je collabore avec mes clients pour arriver à nos fins, que ce soit les leurs ou les miennes, c'est-à-dire créer une belle image. Et quand je discutais avec lui pour savoir un petit peu quelle était la physionomie et la relation qu'il installait avec ses clients à 10 000 euros, à quoi ressemblait un client de 10 000 euros, il me répondait clairement, t'es un exécutant. C'est-à-dire que pour eux, 10 000 euros ne représentent pas grand-chose. C'est des personnes qui ont des portefeuilles qui sont tellement énormes que 10 000 euros ne représentent pas grand-chose. Quand je dis 10 000 euros, c'est à 10 000 euros, ils se déplacent. Il avait un chiffre qui était justement sur l'un des mariages, pour l'anecdote, où il vient sur sa prestation qui est déjà à 10 000 euros. Et puis le jour J, il présente un peu les livres que lui propose. Et puis en fait, le client, il dit, ce livre-là, vous m'en mettez un par invité. Sauf que le livre, il est à 400 balles et au final, il finit avec un panier entier à 37 000 euros. Donc ce client-là, pour lui, l'argent n'a pas de limite. C'est-à-dire que la seule chose qu'il va vouloir, c'est avoir un service exceptionnel. Donc en termes de représentation, quand tu vas venir, soit tu as quelque chose vraiment de différent, d'atypique. Je dis ça, il y a un photographe de mariage, sa spécificité, c'est de venir en short et en tongs. Voilà. C'est son truc, donc là, lui, c'est le personnage. Et lui, il est tellement unique dans son genre que finalement, il fixe sa valeur et puis des gens vont se l'arracher juste parce que c'est lui, il est en short et en tongs, c'est le photographe en short et en tongs. Ou alors, tu as un attirail de dingue, je sais pas, tu shootes avec du Hasselblad, toi, ta spécificité, c'est que tu fais que 40 photos dans la journée, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'il a expliqué, c'est que là, tu es vraiment un exécutant. On te prend et tu vas rien installer de relation tu fais pas partie des invités, tu vas manger à côté, voilà, à ce prix-là, c'est ce type de clientèle. Et moi, tout de suite, quand il a projeté cette image-là du client, alors je sais pas si c'est dû à mon ego ou quoi que ce soit, mais pour moi, je pourrais pas travailler avec un client où je sens que je suis sa carpette. C'est exactement ce que j'essaie de décrire. C'est-à-dire que pour moi, il ne se projette pas sur sa vie, mais il se projette, enfin, le matériel, c'est ce qu'il veut gagner. Il se projette sur quel type de client est capable de lui offrir ça. Et du coup, si je reviens en valeur, il s'assoit sur son ego, comme toi tu disais. Je ne sais pas si l'ego c'est une valeur, mais en tout cas, lui, il s'assoit là-dessus en disant, ok,
Le mec, il va me prendre pour une carpette, mais je lui prends quand même ses 37 000 euros. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'interviens. C'est que là, pour le coup, ça va complètement à l'encontre de mes valeurs. Et que je me dis, oui, pour moi, la relation avec un client, c'est une relation de confiance, d'échange, quel que soit le niveau du client. C'est pour ça que, en tant que photographe ou artiste, je ne vais pas forcément me dire, tiens, je cible un tel ou un tel. Je crée ce que j'ai à créer et ça ira rencontrer le public que ça doit rencontrer. Pour revenir sur quelque chose de plus professionnel, classique, entre guillemets, si je parle de la communication, du design, etc., je peux travailler pour des petits et des gros clients, mais je n'accepterai pas que le gros soit plus désagréable parce qu'il paye plus. Ouais. Impossible. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal à me dire, tiens, moi j'ai envie d'avoir le yacht dans 10 ans, donc je ne veux que des gros clients. Et puis s'il me frappe sur la tête, c'est pas grave. Non, ça c'est pas possible en fait. Après, voilà. je pense aussi c'est une question donc du coup de personnalité et de positionnement. Je le connais pas du tout personnellement, hein, ce photographe, tu vois. J'imagine. J'ai eu c'était un très bon workshop, hein, d'ailleurs, que j'ai passé avec lui, parce que là je parle d'un des traits, mais tout son contenu était vraiment vraiment intéressant. Mais je pense qu'il y a une question aussi de positionnement. Et aujourd'hui j'ai évolué aussi dans mon pricing, fort heureusement. Et je pense qu'aujourd'hui, je pourrais avoir ces clients à 10 000 euros et installer la même relation. J'en suis quasiment persuadé parce que de toute façon, ceux avec qui je n'installerai pas cette relation dès le départ, je ne signerai pas avec eux. Ou il y a une autre façon de voir les choses, hein, c'est que si je reprends, parce que tu as parlé des deux, c'est-à-dire que tu as parlé de l'oligarque russe qui marie sa fille et qui va te parler comme... lui déjà il est plus sur Swift, donc je pourrais pas penser. Il est hors jeu. Si c'est pas fait, il est hors jeu. Bon, allez, on était sur les... quoi, sur un Nigérian, Nigérian, voilà. Arabie Saoudite, voilà, etc. Et puis, dans ta démonstration, à un moment donné, tu as parlé du photographe en tongs. Oui. Et c'est super important que tu parles de celui-là, parce que lui, il inverse le rapport. Ouais. C'est toi qui viens le chercher, qui que tu sois. Ouais. Donc tu es venu pour ça, que tu t'appelles Shevchenko ou Obajuju, je sais pas quoi. Tu viens pour ça, tu payes ce qu'il t'a demandé. Et je serai en tongs. Et c'est terminé. Voilà. Donc, quelque part, c'est de ça qu'on rêve tous, hein. C'est-à-dire qu'on nous prenne pour qui on est, ce qu'on sait faire, et que ça en reste là. Voilà. Et je pense que c'est l'un des moyens de fixer sa valeur, c'est aussi de fixer justement, ça fait appel à l'épisode 0, mais fixer son degré de liberté en fait. Et de se dire, pour accéder à cette liberté, il va falloir que je propose quelque chose qui me permette de maintenir cette liberté. En gros, si on reprend ce mec-là, je pense que fondamentalement, il a vraiment pas envie, je vais décrire un petit peu, mais sur un mariage en tant que photographe, vous allez passer à peu près 16 heures sur le mariage, debout, accroupi, à genoux, au sol, avec du matériel qui pèse en tout sur vos épaules une quinzaine de kilos, sur votre ventre 5 ou 6, sur votre hanche avec les objectifs et ceci, cela. Bon bref, c'est un métier qui est inconfortable, qui est physique. Voilà. Et je pense que ce mec-là, il s'est dit, je réduis tout mon setup et en effet, mon confort, ma liberté, c'est ça, c'est d'avoir... Donc il shoot avec un petit Leica, donc c'est vraiment un petit appareil qui est très très performant. Il n'a pas 1 milliard d'objectifs, voilà, il shoot, il fait absolument ce qu'il veut. Et en effet, cette recherche de liberté le conduit à une forme d'indépendance financière. Et en plus de ça, je pense que lui, il communique pas sur les réseaux sociaux, tu vois, à dire truc, il va pas chercher ses clients sur Instagram. Je regarde même le truc sous un autre angle. Là, tu as parlé du côté physique.
j'ai plein d'objectifs, etc. Et donc pour toi, il simplifie ça en prenant un petit appareil. Mais peut-être même qu'il se dit, ben, je ne vois pas la photographie de mariage comme vous, c'est-à-dire il faut un plan serré à ce moment-là, et puis il faut un grand angle à ce moment-là, etc. etc. Ben, peut-être que au moment du baiser, lui il a envie de photographier la mère qui est en train de pleurer, tu vois. Ouais. Donc on parlait on n'a pas dit le mot, mais l'idée dans l'entrepreneuriat, c'est de trouver sa singularité. En tout cas, si tu veux être libre, c'est de trouver sa singularité et la valoriser assez pour qu'on vienne te chercher pour ça. Voilà. Ce qui est, entre guillemets, marrant, et qui peut paraître en premier lieu paradoxal, c'est que plus ta singularité est prononcée, plus ce sera facile d'augmenter ton prix. Alors qu'on pourrait se dire, ce que je trouve entre guillemets paradoxal, c'est tu pourrais augmenter ton prix si tu assures à la personne de fournir le travail que quasiment tout le monde fait, parce qu'il va s'assurer de ça, mais que toi tu le fais un tout petit peu mieux. Au contraire, si tu vas chercher une singularité, tu te fermes à une grande partie du marché, forcément, parce que la plupart des gens veulent être quand même rassurés par un photographe type classique qui va faire ci ou ça. Par contre, ceux que tu vas aller chercher, ceux qui vont venir te chercher, d'ailleurs, c'est même plus la même chose, eux te prendront qu'importe ta valeur. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que le côté « ils vont venir te chercher » est important. Je reprends Jeff Koons et ses œuvres. On peut mettre dedans tous les grands noms de l'art contemporain, puisque pour le coup, eux, ils récoltent directement les fruits en étant vivants, là. C'est que quand ils créent pour leur propre image, c'est eux qui sont au centre. Voilà. Ils créent pas pour faire plaisir à un milliardaire qui va acheter l'œuvre. Ils créent pas sur commande, à moins que ce soit pour des musées ou des choses comme ça. Donc en fait, tu viens chercher sa singularité. Et donc son seul travail, c'est de la développer et de créer cette envie autour de sa personne. Et on parlait de ça aussi dans l'épisode 0. C'est ce qui distingue les marques classiques des marques de luxe. On rajoute ce storytelling qui fait que c'est toi qui as envie de le posséder pour te façonner une image qui correspond à la personne que finalement, on va dire, tu adules, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'on en arrive là dans ce qu'on est en train de raconter dans nos expériences entrepreneuriales ? Je pense pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est au lieu d'avoir honte de sa singularité et de se lisser et d'être, comme je disais, le clou qui ne dépasse pas, au contraire, on accepte de dépasser, on accepte de faire fuir certaines personnes qui préfèrent que ça soit lisse, et on attend, et on crée l'envie que certaines personnes nous trouvent finalement, et trouvent ce qu'elles ont cherché et n'ont trouvé nulle part ailleurs. Et là, pour le coup, je pense en tout cas, et c'est comme ça que je vis les choses, que tu attires, et ça vaut dans tous les domaines artistiques, entrepreneurial, tu attires des gens qui comprennent ton message, tes valeurs, et qui ont envie d'avancer avec toi dans tout ça. Voilà. Et là, tu vois, quand je pense à cette dernière phrase, là, justement, l'envie d'avancer avec toi, ça, c'est un truc avec Félix qu'on a fixé pour la boîte de prod, c'est répondre aux clients, répondre aux attentes du client en premier lieu, parce que ça reste un métier de service qu'on fait. Et donc, notre première mission, c'est de répondre à ses attentes. Mais accompagner ça de notre expertise pour aller chercher les attentes qu'il n'a pas encore, mais qui seraient des besoins. Merci, Monsieur Passe-D. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette histoire de fixer sa valeur, le côté fixé. Parce que, encore une fois, pour moi, c'est pas sa valeur qu'on fixe, c'est la valeur de quelque chose qu'on crée.
Donc forcément, il faut se demander ce que tu vas créer pour ce client-là. Un client vient te voir, il a besoin d'un logo. C'est pas le même prix que le client qui vient demain pour, entre guillemets, le même besoin. C'est à toi d'aller chercher les réponses et de te demander qu'est-ce qu'il va faire de ce logo-là, pourquoi il en a besoin. Et pour moi, tu crées de la valeur en comprenant le besoin du client. Voilà, donc ce que tu fais sur les mariages, tu vas chercher les infos, etc. Du moment où tu fixes le prix, soit tu n'es pas assez cher et tu rates à côté d'une somme, soit tu es pile dedans et ça se fait, soit tu es trop cher. Mais si tu vas comprendre le besoin, et je ne parle pas forcément du mariage, mais je parle Là, l'exemple du logo. Tu parlais des logos. Voilà. On peut prendre l'exemple le plus célèbre exemple de la personne qui a dessiné la virgule de Nike. De Nike, voilà. Si elle s'était posé la question au moment où elle faisait ce que ça allait devenir, comment ça allait être utilisé, ce que ça allait susciter, comment ça allait faire passer un t-shirt qui vaut 1 euro à 60 euros avec juste cette virgule-là, je pense qu'elle n'aurait pas dealé, en tout cas, elle n'aurait pas fixé le prix qu'elle a fixé à cette époque-là. Avec voilà. Le temps que ça lui a pris pour faire cela. Exactement. Et typiquement, on a eu plein de discussions comme ça dans le Monday Meeting. À un moment donné, effectivement, il faut avoir en tête des chiffres. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. Donc, tu as des chiffres en tête et tu sais à peu près ce que ça vaut. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire, tu travailles avec le client s'il a ce qu'il faut pour aller dans la direction dans laquelle tu veux l'amener. Sinon, eh ben, tu es en train de créer de la valeur pour lui. Donc, comment tu te rattrapes là-dessus? Est-ce que tu prends des parts et ça devient un investissement? Donc, ça veut dire que tu es sûr de la valeur que tu vas créer et du coup, tu veux une partie de ce que tu vas créer à la fin. Donc, soit tu te fais payer tout de suite, c'est-à-dire que tu es sûr de ça, le client en est sûr aussi. Donc, mon logo, c'est 40 000 euros parce que je sais très bien que derrière, ça va finir sur des chaussures, des t-shirts, des survêtements, etc., etc. Ou 40 millions de dollars même, si on veut. Voilà. Si tu estimes que le business que tu vas générer, ça va être tant. Ou alors, tu te dis, tu n'es pas sûr de ça et tu ne veux pas investir. Et quand je dis tu, je parle du client. Tu ne veux pas investir cette somme-là parce que tu n'en es pas sûr. Eh bien, moi, j'en suis sûr. Eh ben, ce que tu es en train de créer, je veux une part de ça. Et tu verras qu'à la fin... Qui est le meilleur move Moi, je vais m'y retrouver. Donc, c'est pour ça que le côté fixer la valeur me dérange un peu. C'est que ça dépend de qui tu es en face et de ce qu'il va en faire, de ce que tu vas créer finalement. Et ce qui est différent, pour pas que les gens se méprennent, de fixer son prix à la tête du client. C'est-à-dire que c'est pas une question de... Il a l'air riche, je vais lui prendre tant, et il a l'air pauvre et je vais lui prendre tant. Non, c'est pas ça. Inverser cette pensée-là en se disant, mon travail va lui rapporter une valeur dont je ne peux pas passer à côté. Exactement. Exactement. Donc c'est pour ça que je disais, on laisse avancer la discussion, mais pour moi, estimer sa valeur, c'est déjà une erreur. On va estimer la valeur qu'on crée et ce qu'elle va rapporter à la personne qu'on a en face. Et il faut qu'on soit rétribué à la juste valeur de ce qu'on a créé. Voilà. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de moyens beaucoup plus faciles, les grilles, etc. Ça marche très bien. Un logo, c'est 2500 € et puis il y a tant de propositions, blablabla. Bla. Mais à la fin, tu vas créer un logo de 2500 € pour quelqu'un qui n'en a pas besoin d'une identité visuelle forte. Et puis tu vas créer un logo à 2500 € pour quelqu'un qui va en faire un business à 1 milliard de dollars. Eh ben, t'es passé à côté d'un sacré pourcentage d'un milliard de dollars, quoi. Voilà. Alors pour l'anecdote de Nike a décidé de réattribuer une somme coquette à la personne qui avait dessiné ça se finit bien, mais je pense qu'elle a vécu un certain nombre d'années en se disant oh là là, je me suis fait complètement enfler, quoi. Et je pense que ça se finit bien parce que ça a été pris médiatiquement, que les gens ont fait du bruit autour de ce truc-là et que forcément il y avait plus d'intérêt pour Nike de verser une somme
puisque là, je viens justement de les remettre dans la course. Là. Ouais. Mais je pense aussi que ces questions-là, elles viennent aussi de l'état d'avancement dans ton business. Parce que là, c'est la question de fixer sa valeur ou la rétribution à terme sur les effets positifs ou les conséquences de ton boulot. C'est des trucs sur lesquels tu peux t'interroger que quand tu as atteint un certain niveau. Je pense que quelqu'un qui débute dans le business, peu importe ce qu'il fait, il a besoin souvent d'être rassuré. Ça ne veut pas dire niveler son prix par le bas, hein, mais c'est d'être rassuré par un chiffre. Enfin, je pense on est tous passés par là. Et 100% d'accord. On est tous passés par là. Il y a la question de la valeur, et c'est marrant parce que c'est un sujet on n'a pas abordé. C'est la question du travail peu cher. Et moi, je tenais à en parler de ce truc-là. Ouais, c'est important. Des gens qui par rapport au complexe d'imposteur ou par rapport à leur manque d'expérience, bradent leur prix. Et moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez du fait de brader ces prix. Déjà, oui, 100% d'accord avec ce que tu as dit. Hein. C'est-à-dire que... Comment exprimer ça? Venons déjà sur la personne qui brade les prix. Pour moi, il y a deux choses. Tu es conscient, entre guillemets, du marché et tu te positionnes en dessous ou alors bien en dessous pour faire ce qu'on appelle du low cost. Hein. Ou alors, tu n'es pas conscient de la valeur que tu crées et finalement, tu fixes tes prix un peu parce que tu ne sais pas comment ça se passe. Moi, j'ai été dans ce cas-là. C'est-à-dire que, pris par le syndrome de l'imposteur, tu commences à faire des prestations design, etc., du produit, logo, design, t-shirt, machin, tout ça. Et forcément, tu as des gens qui viennent te voir. Ah, tiens, j'ai besoin d'un design pour un t-shirt. Voilà, c'est combien? Eh ben, tu fixes un prix totalement arbitraire, quoi. En regardant un peu la personne dans les yeux, en te disant qu'est-ce qu'elle est prête à mettre, voilà. Et en te disant, c'est ma première expérience et ça va me servir. Et c'est ce qu'on dit souvent. Hein, et dans le monde des meetings, finalement, on se bat contre ça. Ça va me faire une ref. Une référence pour être plus précis. Oui, à un moment donné, on en a besoin. Parce qu'effectivement, tu parlais de site, Vincent. Quand tu crées ton site, faut mieux qu'il ne soit pas vide. Il vaut mieux que tu aies des projets à montrer. Il vaut mieux que ce soit des projets réels, concrets. Donc si tu peux te greffer à un projet où tu sens qu'il va y avoir une énergie, où il y a un truc qui va se créer, une marque de vêtements qui va péter, comme on dit, eh ben, t'y vas, tu vois. Et souvent, t'y vas pour peu cher. Et puis, finalement, on avance dans le temps et je me suis perdu un peu dans ce que je racontais, mais là où je disais que j'étais d'accord, c'est que au début, tu as besoin, c'est rassurant effectivement de fixer un prix. Et c'est seulement avec les certitudes qui se posent, avec les connaissances, l'expérience, avec des cas que tu as vécu. Moi, en l'occurrence, marque de vêtements, ça se crée, etc. Tu n'as jamais la rétribution. C'est-à-dire que tu peux mettre tous les efforts que tu veux. Et on le connaît hein, dans tous les milieux. Tu fais du rap. Enfin, ils font du rap. Ils te disent, viens, tu vas me clipper ça. Et quand ça va péter, on revient te voir. Mais que ça pète ou pas, on revient jamais te voir. Ça, faut le savoir. Et c'est ce que je répète à tous les gens qui sont un peu plus jeunes et qui ont cette énergie que j'ai pu avoir. Je dis pas que j'ai plus d'énergie, mais j'ai plus d'énergie à mettre sur ce que j'appelle des vampires. Donc moi, pour répondre à ta question, ouais, c'est là où je voulais en venir. J'ai tendance à pas trop blâmer ceux qui se mettent dans cette position-là, parce que souvent, c'est très peu le premier cas, c'est-à-dire je connais la valeur et puis je vais aller taper très très en dessous pour gratter les marchés. Je connais très peu de gens qui se mettent dans cette position-là. C'est souvent parce qu'il y a un rapport qui n'est pas équilibré d'un client qui vient faire miroiter ce que je déteste, la visibilité. Je vais te donner de la visibilité. Donc là, tu me regardes, tu me vois pas en fait. Je suis invisible. Donc ça, oui, j'ai plutôt tendance
à lutter contre ces vampires-là. Donc oui, le travail peu cher, évidemment. Non, non et non. Non, moi aussi je réponds non, un non formel et catégorique, pour plusieurs raisons. Le, le fait d'avoir besoin de faire une ref, il l'a dit Sergio, c'est primordial pour tout professionnel qui va se lancer. Plus votre ref elle va être, on va dire, connue, plus vous avez des chances ensuite d'avoir du crédit. Le seul problème, c'est que si vous faites un travail peu cher, vous êtes identifié pour ce travail peu cher et ça reste dans la tête de tout le monde que vous êtes peu cher. Si vous comptez en plus sur le réseautage que va faire cette ref, donc vous vous adressez à un client, vous lui faites un travail peu cher et vous vous attendez à ce que le bouche à oreille fonctionne. Le bouche à oreille il va fonctionner, hein, mais il va fonctionner Du tonnerre. du tonnerre. Et ouais, tiens, ouais, tu connais un gars qui me fait une prod pas chère, enfin tu connais un mec qui te fait des prods, ouais, bah le mec qui m'a fait le truc là, et en plus il est pas cher. Non, C'est vraiment c'est même pas ça. Et ça va pas être le gars, ça va être le petit gars. Ouais. Le petit J'ai gars. un petit designer là. Ouais, j'ai un petit. Ouais. J'ai un petit réal. Exactement. Donc ça minimise votre travail, un travail peu cher, et ensuite vous allez vous enfermer sur ce prix et ce sera vraiment, vraiment, vraiment plus difficile d'aller chercher un autre prix sur la même clientèle, sur la même niche, parce que ce prix a circulé et là pour vous en défaire ça va être très, 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 très complexe. Et même si ça n'a pas circulé, parce que l'information, même si ça n'a pas circulé de façon très 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 large, en fait, tu t'enfermes toi-même dans un truc. Tu t'enfermes. Même psychologiquement, c'est vachement compliqué en fait de se dire, bah, tu finis par te demander si c'est pas ça que tu vaux finalement. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, moi, ma solution à ça, c'est qu'il faut quand même faire des refs, mais on peut pas faire du travail peu cher. Faites du travail gratuit. Mieux vaut 100% d'accord. partir, vous lancez votre business, je sais pas, vous êtes traiteur, voilà. Mieux vaut aller faire un très gros mariage où vous n'allez pas prendre 1 euro et vous allez même en perdre parce que vous allez acheter vos fournitures, vous allez payer vos serveurs, mais des serveurs que vous allez bien payer, qui vont vous faire un travail impeccable, et ce mariage va magnifiquement bien marcher. Votre client en sera d'autant plus satisfait que ça ne lui a rien coûté, mais vous lui avez expliqué que c'est parce que vous vous lancez, et compagnie, et que normalement, vous lui faites même un devis. Faites-lui un devis et à la fin, vous mettez 0. Vous lui faites un devis qui normalement coûte 17 000 euros pour la soirée, pour 200 invités, et pour lui, c'est 0. Mais au moins, il a un chiffre dans sa tête. Ça vaut 27 000 euros. Moi, 17 000 euros, 15 000 euros, peu importe. Je t'attendais au tournant, hein, parce que gratuit, je suis d'accord, mais il faut absolument que la personne en face, elle ait la valeur. elle ait la valeur. Il faut, ça c'est impératif, Ouais, parce l'un que ne va pas sans l'autre, c'est impossible ça. et ça marche aussi pour le bon client que vous allez avoir de façon récurrente et à qui vous voulez faire un geste. Il faut que ce soit significatif, ce geste. Il faut que ce soit visible. Il faut qu'il puisse voir le geste. Il ne faut pas que ce soit bon, je lui retire une ligne du devis. Non, notez-la en gras la ligne du devis et à la fin mettez je t'offre réduction. Ouais, Voilà. Je t'offre cette ligne. Offre Ouais. le truc, nani, moins temps dans le devis. Mais n'ayez pas peur du travail gratuit. Il sera bien plus bénéfique qu'un travail peu cher. Ça, c'est vraiment ma vision. Et bien sûr, moi, je ne l'ai pas appliqué au départ. Hein. J'ai fait des choses peu chères. Et pour aller chercher des prix plus hauts, ça a été impossible avec ma clientèle. Du coup, je suis allé chercher une autre clientèle. Donc, j'ai dû augmenter mes prix très fort d'un coup pour aller chercher justement une autre clientèle et me défaire de cette clientèle pour laquelle j'étais identifié dans cette grille-là, à ce tarif-là, et pour laquelle, comme le disait Félix, moi-même, je m'étais enfermé. Et c'est très difficile. On ne se rend pas compte des carcans psychologiques qu'on se met, en fait, en travaillant, en s'installant dans ces zones de prix. On se met à un carcan qui est dingue parce qu'on se dit, en effet, je vaux ça. Et pour sortir de ça, soi-même, déjà, c'est très difficile. Il faut se faire violence. Et je remercie le Monday Meeting d'avoir été là pour me taper sur le bout des doigts pour me dire non.
tu peux plus continuer de bosser à ce prix-là. Non, mais c'est bien de préciser qu'on n'est pas en train de donner des leçons et que, Non, jamais, jamais. encore une fois, ce sont des pièges dans lesquels on est bien tombé. Ouais, clairement. Et que, effectivement, pour s'en sortir, on sait ce que ça a demandé comme effort. Donc, si je résume, gratuit, mais il faut que ça fasse vibrer votre cœur, que vous ayez vraiment envie de le faire. 2, c'est que la valeur que vous créez finalement rayonne sur vous. Et 3, il faut que la personne se rende compte de cette valeur-là. Donc pas c'est gratuit, non. Ça coûtait 27 000 €, il me l'a offert. C'est ça. Ça n'a rien à C'est voir. une offrande. Voilà, parce que tout ce qui est gratuit ne s'apprécie pas. Tu prends une couronne King chez Burger King, elle finit à la poubelle dès que tu sors du Burger King. Voilà, parce que c'est gratuit. La frite, tu la manges. Ouais. Parce que tu as payé pour ça. Voilà. Donc ce côté, effectivement, les gens n'accordent aucune valeur à ce qu'ils n'ont pas payé. Voilà. Donc il faut quand même faire sentir que c'est quelque chose qui existe, qui a été créé et qui a de la valeur. Donc tu pourras en bénéficier sans payer, mais ça a une valeur. C'est super important. Non, c'est clair. Je pense qu'on peut même le quantifier comme ça sur la valeur d'un cadeau. Si une personne vous offre un très joli cadeau, il vous l'offre en tant que cadeau et vous le recevez en tant que cadeau et vous lui donnez de la valeur. Si la personne vous donne ça pour s'en débarrasser, quand bien même c'est le même objet, c'est plus du tout le même storytelling. Et c'est une perception totalement différente et vous-même, vous accorderez pas la même valeur à l'objet. Peut-être que vous aussi, vous le bazarderez à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Quoi. Ainsi de suite. Donc ouais, là, le travail peu cher est interdit. Voilà, tout simplement. Sinon, On vous ça- force, on vous exhorte comme nous. Merci pour la Nous question, sommes Félix. exhortés. Merci pour la question. Merci. Comme Félix. ça, c'est clair. Et toi, du coup, qu'est-ce Ah. que t'en penses ce que j'en pense, moi. Sans être insultant. Sans être insultant. Bah, que dire que vous n'ayez pas dit? Honnêtement, je peux pas dire que je regrette le travail peu cher que j'ai fait ou qu'on a fait. Parce que ça m'a servi de leçon dans ma chair au sens propre. C'est-à-dire que c'est des trucs qui m'ont marqué. Donc en ce sens-là, et ça revient un peu, je fais peut-être un parallèle à ce dont on a parlé dans cet épisode et l'épisode précédent, sur le fait que de l'expérience collective. Ça veut dire que Ouais. on parlait tout à l'heure des choses qu'on comprend à travers les mauvaises expériences des autres. Il y a aussi des choses qu'on comprend que quand on les a vécues soi-même. Ouais. C'est mon impression, en tout cas. Est-ce que je peux le déconseiller fortement si vous n'avez pas saisi ou si vous saisissez pas l'importance de faire les choses gratuitement et que vous préférez vous faire payer, même peu, parce que vous avez l'impression que c'est gratifiant, qu'on a valorisé votre travail, faites-le. La seule chose, c'est que sur le long terme, enfin, en tout cas, je connais personne qui m'a donné un contre-exemple encore, vous allez vous épuiser, vous allez vous en vouloir. Et donc, si, très modestement, on peut vous dire, nous, qu'on l'a vécu et que c'est pas une voie hyper cool à emprunter, on le fait. Après, de dire que je le déconseille fortement, si ça peut vous servir de leçon, faites-le. C'est la seule chose que je peux dire. Voilà. On parlait d'intelligence collective, il me semble que c'était le numéro précédent. On se perd dans les numéros. C'est le numéro 1. Numéro 1. Donc, ouais, si vous pouvez éviter de prendre ces coups de bâton sur la tête, parce que ça Ça sonne. encore Hein. une fois, pour sortir de ça, c'est des efforts et des efforts. Donc, ouais, pourquoi s'infliger ça, quoi? Peu cher, on esquive, et puis on avance. Les gars, c'était un fort bel épisode. C'était un fort bel épisode. Si je résume bien de tout ce qu'on s'est dit, estimer sa valeur commence par un référentiel extérieur. Puis un comparatif de ce qu'on sait faire, ce qu'on a en termes de bagage et surtout ce que la valeur ajoutée de notre travail va permettre à notre client. Si vous additionnez ces choses-là, techniquement, vous avez déjà beaucoup plus de choses. On a tous plus de choses, plus d'éléments pour estimer sa valeur dans le cadre du travail.
Et je pense que à travers tout ce qu'on s'est dit, en vérité, on résume aussi l'estimation de sa valeur par la confiance en soi. Et ça, c'est une notion aussi qui est large et qui méritera, je pense, tout un épisode. Les transitions. Un seul, tu penses? Tout un tas d'épisodes, mais je pense que c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine et qui nous permet de nous transcender, en tout cas d'évoluer dans le bon sens. Et il faut nourrir cette confiance en soi, il faut aller la chercher dans le regard de l'autre, dans son propre regard. Et plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez pouvoir être au plus proche de la valeur réelle que vous avez, de la valeur ajoutée que votre travail va apporter. On va jouer un peu sur les mots, hein. La valeur, encore une fois, en tant qu'humain, pour moi, c'est au-dessus de tout. Et vouloir l'estimer, pour moi, je reprends ce que je disais en introduction, c'est pas comme ça que je vois les choses. Par contre, épisode 0, les valeurs, ça permet de fixer quelque chose et de pouvoir tourner autour, revenir, comparer, être sûr qu'on est en phase avec soi-même. Et quoi qu'on fasse, que ce soit l'entrepreneuriat, le salariat, ce qu'on veut. À un moment donné, tu es salarié, la façon dont on se comporte vis-à-vis de toi, la façon dont on te demande de te comporter vis-à-vis d'un client, il faut que tu puisses avoir ce référentiel, revenir et te dire, est-ce que ça correspond à qui je suis? Ça évite pas mal de souffrance. Donc, pour moi, c'est hyper important. On est en train de parler de création de valeur, d'argent, etc. Mais dans tout ça, en tout cas pour ce qui concerne les entrepreneurs, tel qu'on voit l'entrepreneuriat, il y a des gens. Donc tu as beau créer une belle entreprise, si la base qui est toi-même, t'es complètement détruit, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pour moi, c'est se protéger soi-même. Et pour se protéger, il faut faire des choses qui correspondent à notre être profond, à nos valeurs. Voilà. Excellente conclusion. Les gars, merci encore pour cet épisode. Yes. Bien enrichissant. Ça m'a fait vraiment plaisir. On allait au plus loin. On allait au plus loin. On n'a pas trop parlé de chiffres ou d'argent. Non. Ça va. Même si on n'a pas peur de ça. Hein. Non. Mais celui qui a peur de l'argent, ça va lui brûler les mains. Tant pis pour lui. Mais non, c'était super intéressant. Et puis j'ai hâte de savoir ce qu'on va choisir comme thème suivant. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Parce que quoi, on continue, c'est ça? Ah, on continue. Allez. On est sur la bonne rampe de lancement. Ok. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés pendant ces 1h18 déjà. C'est pas rien. Merci de nous avoir écoutés. Continuez à soutenir. Mettez une petite étoile, un petit pouce, un avis, un commentaire. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos proches. Parlez de toute la valeur qui est distillée dans ce contenu. Et on vous souhaite le meilleur. On est forcément amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous.